Si le niveau global de la circulation du virus est aujourd'hui comparable à celui du début de l'automne dernier, des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires et je tenais à m'exprimer sur ce point. En Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, nous constatons des hausses parfois sensibles de la circulation du virus. Sur cette région, la Nouvelle-Aquitaine, le taux de reproduction du virus, le fameux R, est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que l'épidémie y gagne de nouveau du terrain. Eh ouais, et ça nous a inquiétés. Alors, merci Prisca d'être avec nous. Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Merci. Et Fabrice Divisio, magnifique en petite chemisette. Il a trouvé son style. Il a trouvé son... Non mais vraiment, il a trouvé son créneau vestimentaire et son credo vestimentaire. Merci Fabrice d'être aussi élégant. Jal est de retour. Alors, est-ce que vous trouvez que le déconfinement est réussi ici autour de la table? Oui. Gilles Verdez, non, pourquoi? Pas du tout. Ça a été mal préparé, c'est n'importe quoi. Les gens, notamment les jeunes, ont l'impression que le virus est parti, que c'est fini. On fait n'importe quoi, les terrasses sont pleines. Il y a même des terrasses quasiment à l'intérieur. Pour moi, c'est un haut risque. Ça flambe dans le sud-ouest et j'ai peur que la flambée s'étende partout. Totalement raté. Ah oui, vous avez peur d'une quatrième vague, comme l'a dit... J'ai très peur d'une quatrième vague. On ira tout droit. Il y a eu aucun mort. Alors, il y a des endroits dans le monde où il y a déjà la quatrième vague, au Vietnam par exemple. Et c'est pas très encourageant. Merci. Vous non aussi? Ah oui, non, parce que en plus, moi, j'ai vécu le Covid il n'y a pas très longtemps de façon dramatique. Donc, je peux vous dire que... Qu'est-ce que vous avez eu Moi, je l'ai eu, mais surtout, moi, j'ai vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le SAMU. Donc, déjà que j'étais un peu énervé sur le sujet, là, je peux dire que, oui, je pense qu'il faut faire vraiment attention. Je pense effectivement que j'ai la raison. Quand on voit ce qui se passe à Paris, quand on voit les terrasses, il est évident que, voilà, il y a aucune distance, et ils n'ont pas les masques. Et c'est normal, ça fait 18 mois qu'on est enfermés, donc je comprends que les gens veulent sortir. Moi, le premier, j'ai été en terrasse. Bon, vu que j'étais vacciné, que j'ai eu le Covid, peut-être que je suis un peu à l'abri. Il y a plusieurs idées dans votre... Ouais, mais non, mais je pense vraiment... Vous êtes en train de parler de vous et de tout. Oui, de tout. Parce que tout finalement, c'est un peu moi. Non, je plaisante. Non, je pense vraiment qu'il faut faire attention et je pense que si les gens ne sont pas vraiment mobilisés et qu'on ne fait pas attention et vraiment attention, la quatrième vague, elle peut arriver. C'est vrai que le Melbourne vient d'être fermé pour 7 jours, donc ça ressemble un peu partout dans le monde. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, donc il faut faire gaffe. Prisca. Alors, j'entends ces sujets, on entend... Ça nous a fait peur, ce qu'a dit Gabriel Attal. Hein. Alors, et c'est à relativiser. Oui, il y a deux régions qui sont un peu plus surveillées et plus en alerte que le reste de la France. Mais on reste quand même sur des niveaux et des taux... Vous foutez quand je vous demande. Non, mais j'étais en train de répondre à... J'étais très concentrée sur Benjamin Castaldi. L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Ah bah j'ai bien, voilà, regardez, et ça apparaît. Merci. Elle est prête pour présenter les Miss France. Allez, mais non, mais je voyais Benjamin Castaldi inquiet, donc je préfère répondre. Vous avez bien la chance de le voir parce que lui ne vous voit pas. Et donc, Prisca, allez-y. Donc oui, il y a ces deux régions qui sont plus en vigilance que les autres, mais les taux d'incidence et les taux d'hospitalisation et de réanimation restent quand même largement en dessous de ce qu'on a pu constater avant. Et moi, c'est sur ça qu'il faut qu'on se rassure quand même, c'est qu'effectivement, depuis une dizaine de jours, on a desserré les mesures avec l'élargissement du couvre-feu, avec la réouverture des terrasses et de certains lieux de culture. Et en parallèle, on voit que les indicateurs sont quand même bons et qui continuent à diminuer. On a le nombre de réa qui sont en moins de 3 000, le nombre d'hospitalisations qui sont aux alentours de 16 000. Et ça, quand même, globalement, oui, il y a des écarts, oui. Mais globalement, c'est aussi et surtout dû grâce à la responsabilisation des Français. Ils respectent les distanciations sociales, ils continuent à porter le masque, ils continuent à faire attention. Et en parallèle... Et ça, il faut vraiment le souligner, c'est aussi la vaccination qui avance. Vous avez fait un tour dans Paris? Zéro mort cette nuit. Vous avez fait un tour dans Paris? Oui, bien sûr. Mais dehors, c'est pas la... Elle fait des tours, Prisca. Non, mais... Dehors, on n'a pas arrêté de nous dire que ça risquait rien, justement. Alors, dans 2 minutes, on aura Fabrice Divisio qui a ramené son dossier vert. Généralement, c'est une très mauvaise nouvelle. Je voudrais d'abord avoir les noms. Nicolas Pernikov, pour vous, c'est un loupé. Oui, pour moi, c'est un loupé, mais ça, on en a déjà parlé. Ben, tout simplement parce qu'on est très loin de l'immunité collective. Et regardez Israël, qui a vacciné largement. Dans 2 minutes, on va parler ils enlèvent. Non, mais c'est pas ça. Non, pas du tout. Mais regardez, ils ont arrêté le pass. Ils sont en train de réfléchir à peut-être arrêter le masque, mais pas à l'intérieur des restaurants. Et aujourd'hui, regardez dans la rue, les gens oublient leur masque. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils rentrent dans les endroits et demandent au restaurant s'ils ont un masque, parce qu'ils n'ont même plus de masque. Donc il ne faudrait pas s'étonner d'une quatrième vague, mais la France ne supportera pas un nouvel isolement. Donc c'est une catastrophe. Mireille Dumas dans le restaurant. Les masques. Je vais y aller, moi. Merci. Et Fabrice, pour toi, est-ce que le déconfinement est raté ? Est-ce que le déconfinement est râpé ? Le déconfinement, il n'est pas fini, surtout. Oui. C'est la première réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas considérer que le déconfinement est terminé, puisqu'il reste des restrictions.
stupide, mais c'est pas grave. Les masques, par exemple. Les masques, c'est un autre problème. Les masques en extérieur. C'est quoi les restrictions stupides? Les masques en extérieur. J'espère que les seules restrictions que vous avez vues ne sont pas les masques. Le couvre-feu. Je vous rappelle quand même qu'on a encore, on n'est pas toujours pas, les intérieurs ne sont pas ouverts, les salles de sport ne sont pas ouvertes. Je vous rappelle qu'il y a quand même tout un tas de restrictions. Bien sûr. Alors ça interroge sur un point. Ça interroge sur un point sur le déconfinement. Oui, c'est que. En fait, comme personne ne lit rien, personne n'écoute rien, je viens ici depuis un an quasiment maintenant, et finalement c'est intéressant parce que j'écoutais tout à l'heure les uns et les autres, mais au bout d'un moment, en fait, c'est du dogme, c'est de la foi. C'est-à-dire, je peux pas combattre les dogmes, moi. Je peux combattre la raison, je peux discuter, mais combattre les dogmes, je peux pas quand on vous explique que finalement les gens sont entassés à l'extérieur. Mais combien de fois faudra-t-il vous dire qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur, que c'est 0,1%, et que même le président de la République l'a reconnu, puisqu'on a été confinés aux grandes nouvelles à l'extérieur, cette fois, le dernier. Mais il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Vous pouvez faire nom de la tête tout ce que vous voulez en face. Qui a fait nom de la tête? Lui. Mais je veux dire, il arrive à un moment donné où moi, je ne suis pas censé lutter contre des dogmes. Tu n'es pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. C'est pas de la religion, quoi. C'est de la science, c'est de la raison, c'est du droit, mais là, c'est du dogme. Quand j'entends dire, mais vous imaginez, les gens en terrasse, ne portent pas le masque, c'est un scandale. Ça, j'ai entendu ça. Oh, ouais. Les gars, 0,1%, quoi. 0,1%. On a plus de chances de se faire shooter en bagnole ou en scooter à Paris que de choper le Covid à l'extérieur. Je veux dire, c'est très clair. Ensuite, regardez l'Espagne. L'Espagne, elle a réouvert avant nous, depuis maintenant mars, parce qu'elle n'a pas les moyens du confinement, qui est un truc de riche. Je suis d'accord. Et est-ce que les contaminations sont reparties? Non. Et si on se demandait, et si on s'interrogeait, mais oh mon Dieu que c'est grave ce que je vais dire, si c'est peut-être les mesures que nous avons qui conduisent à un recul, finalement, de la progression de la décontamination, en quelque sorte. On peut le redire, je vais le noter, ça. Non, mais très sérieusement, et si c'était les mesures que nous avons maintenues de manière stupide qui favorisaient le maintien sous cloche, effectivement, du virus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te posent la question de Fabrice. Mais je veux dire, regardez les pays qui ont libéré. Alors, ils ont vacciné, d'accord, on me dit qu'ils ont vacciné. OK, mais pas forcément plus que nous, pas beaucoup plus que nous. Et finalement, à un moment donné, on s'aperçoit de quoi? C'est que ces pays s'en sortent mieux que nous. Alors j'entends maintenant que la 4e vague au Vietnam, machin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais non, c'est Stevie Boulet. Non, mais c'est pas ça. C'est Stevie Boulet, c'est pas le professeur Raoult. Non, mais déjà, si j'ai des amis au Vietnam, ils viennent d'être redéconfinés, enfin d'être confinés. Non, mais moi j'ai des amis à Lima qui t'emmerdent. Mais il y a une chose aussi, c'est que c'est un pays pauvre et ils n'ont pas accès au vaccin. Exactement. Non, mais attendez, c'est peut-être leur chance, au passage, mais c'est pas grave. Je veux dire, non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, le syndrome, ce que vous vous évertuez, ce que je m'évertue à essayer de vous expliquer que personne ne veut entendre, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Regardez, la vaccination, elle a progressé, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est mieux qu'il y a 3 mois, on est d'accord. Et pourtant, voilà qu'on recommence à s'inquiéter avec des départements qui, effectivement, recommencent à flamber. Et qu'est-ce qu'on va dire? Il faut vacciner combien? 100% de la population? Non. Je propose de vacciner 250%. Je propose de vacciner chacun à 4 doses. Parce que maintenant, j'ai appris qu'il y avait une 3e dose. Oui, on ne sait pas. Regardez, j'ai un exemple. Pour les immunodépressifs. Attendez, c'est vachement important. La vaccination des enfants, extraordinaire la vaccination des enfants. Il faut vacciner les 12-17 ans, dit le président de la République. vous avez vu ce qu'a dit la HAS aujourd'hui? Qui ça? La HAS. La Haute Autorité de Santé, le grand maître de la santé français, qui coûte très très cher, mais ne sert pas à grand chose. C'est qui ça? Elle a dit un truc intéressant, elle a dit ouais, il faut vacciner les jeunes. Alors ils font pas de forme grave, donc on est d'accord, mais pour empêcher la transmission du virus aux autres. Et elle rajoute, en fait on regrette quand même qu'il n'y ait pas eu d'études de transmission. C'est qui a dit ça? Donc, c'est la HAS. Donc, et alors pour le coup, je l'ai la vie. Donc, on va vacciner des gens pour se sortir d'une crise, parce que les jeunes contaminent les vieux, mais on ne sait pas si c'est vrai. Mais c'est pas grave. Non, parce que là, on peut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que vous répondez sur son sondage de la HAS? Non, mais plus sérieusement, on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Israël. Et c'est là qu'on peut aussi voir ce qui se passe en Israël, madame. Ce qui arrive. Et ensuite, le sujet... Qu'est-ce qui se passe en Israël? Dites-moi ce qui se passe. Ils ont une large population vaccinée. Oui, ils arrivent à un plafond de verre où une partie de la population ne veut pas se faire vacciner. Et ils sont en train de largement réouvrir et de retrouver... Alors ça, ils sont en train de largement réouvrir, vous trouvez, vous? Non, mais... Non, c'est une question intéressante, madame. Le Portugal a vacciné combien, madame? On peut s'amuser à faire un ping-pong de pays. Le Portugal, non, mais attendez, on peut s'amuser... au Portugal. Tout le monde l'a vacciné. Tout le monde est vacciné? Il y a des professeurs? Il y a un professeur? Oui, bien sûr. Moi-même, je fais des tutotes à la maison. Des tutotes? Alors, je fais moi-même mes cocouvillons. Ils sont bio.
mais ce que je comprends pas dans votre démarche, c'est pourquoi aujourd'hui, je veux bien qu'on se dise que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, que ça aurait pu aller plus vite sur la vaccination, qu'on aurait dû faire ça mieux et pas mieux. Mais ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est pas ce que dit Fabrice Divisio. Fabrice Divisio en fait dit que la meilleure solution, ça aurait été peut-être de rouvrir plus tôt et de ne pas avoir fait tout ce confinement. Voilà. Et notamment votre couvre-feu. Oui, mais c'est pour ça que je dis, mais votre couvre-feu, vous comptez le jeter à la poubelle un jour ou vraiment pas? Attendez, il a annoncé le 9 juin, on va à 23h et le 30 juin. Excusez-moi, je comprends, vous faites porte-parole et donc porter une parole compliquée et débile, c'est pas facile. Oh là, c'est bon. Je veux dire, on respecte Prisca. Excusez-moi, non mais c'est pas vous. Non mais vous le faites très bien. Le problème, c'est la parole que vous portez. C'est pas facile de porter une parole comme celle actuelle qui n'a aucun sens. Parce que concrètement, votre couvre-feu, madame, on est tous d'accord, concrètement, ça sert à rien, la son efficacité, elle est complètement nulle. Je veux dire, et tous les pays, comme l'Espagne, qui ont un couvre-feu, effectivement, vers minuit, par exemple, eh bien, s'en sortent beaucoup mieux que nous. Ça vous interroge pas? C'est quand même une question, quand même, à un moment donné. Et puis, il y a un autre problème. On parle de 4e vague, mais je vais vous faire un truc, là. J'ai fait une prophétie. Avocat, prophète, de temps en temps, c'est pareil. On va peut-être même avoir une 5e vague. Non. Et peut-être même une 6e. Et vous savez comment ça s'appelle? Une épidémie. Merde alors. Merde alors, une épidémie. Et ben vous savez quoi? On a découvert un truc en un an. C'est qu'une épidémie, c'est pas nous qui la contrôlions. On peut faire ce qu'on veut, mais on la contrôle pas. Parce que Israël, j'ai un truc à vous dire sur Israël quand même. C'est intéressant. Je veux dire, vous savez qu'Israël est le pire exemple que vous puissiez trouver. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les données qui viennent d'Israël, madame, elles sont bidonnées. Vous savez pourquoi elles sont bidonnées? Parce qu'ils n'ont pas de système officiel de pharmacovigilance. Donc, c'est absolument impossible. L'Angleterre est plus fiable. Mais Israël n'a pas de système de pharmacovigilance. On est incapable de savoir quels sont les effets secondaires. On ne sait pas quelle est l'efficacité. Prenons le cas de la France alors. Il y a un système de pharmacovigilance en France. On est en train d'avancer massivement sur la vaccination et les indicateurs continuent à baisser malgré le fait qu'on ait commencé à desserrer. Madame, les indicateurs ne baissaient pas ? Malgré le fait qu'on ait desserré les mesures de restriction. Et l'année dernière, allez voir répondre au bel effet. Maître Divisio, aujourd'hui, vous redevenez condescendant, méprisant et donneur de leçons. Et là, très franchement... On respecte Fabrice. Je le respecte. Mais là, très franchement, vous nous annoncez de manière péremptoire. Et c'est dangereux parce qu'il y a quelques pourcentages infimes, mais quand même quelques pourcentages de la population qui vous croient. Et là, c'est dangereux parce que... Il y a beaucoup de gens qui le croient. Je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens. Vous appuyez ma démonstration. C'est encore plus dangereux. Laissez-moi juste finir une seconde. On peut même plus parler. Mais vraiment, je vous laisse la parole juste après. Mais vous voyez, c'est un peu ça qui nous différencie. C'est que moi, j'ai encore une infime partie de la population qui me croit. Vous, c'est fini. Un bâtard de Divisio, ce qui t'arrête. Un bâtard de Fabrice. Alors qu'est-ce que tu dis à ça? Moi je dis que moi je ne prétends pas donner de leçons. Et quand vous dites halte au couvre-feu, c'est criminel ce que vous dites. Parce que les gens ne respectent pas les 21h. Vous le savez très bien. Dans Paris, ça se relâche. Si vous dites vous halte au couvre-feu, les gens vont ressortir 23h. Non mais Gilles, là-dessus, j'adore Prisca, hein, vraiment Prisca, je l'adore. Mais je suis d'accord avec Fabrice. Sur le couvre-feu à 21h, ça favorise qu'une chose, c'est les audiences télé. Non, mais franchement, je vous dis la vérité, là, on s'en fout un peu. Le 9 juin, ça bouge. Il n'est pas du tout respecté, Prisca. Non, je ne suis pas d'accord. Je vois des gens en terrasse à 20 Effectivement, il y a des personnes qui ne le respectent pas, mais une large majorité le respecte. Et le sujet, encore une fois, c'était de ne pas ouvrir de manière trop rapide et de risquer... Comment vous l'évaluez? Mais je vous l'ai dit, mais vous ne voulez pas m'écouter. Excusez-moi, vous dites que la majorité le respecte. Comment vous l'évaluez? Non, mais il faut regarder aussi. Non, mais madame, vous dites quelque chose, c'est quand même normal qu'on puisse en débattre. Elle est français, frère. Attendez, je suis comme vous, je vis et je regarde et je le respecte. Moi, je m'en fous. De toute façon, où je vis, le couvre-feu, bon. Mais le fait est que... Vous ne le faites pas, vous ne le respectez pas, vous? Non, moi, je le respecte tout le temps. Ah ben voilà, vous le respectez. Le couvre-feu, je le respecte. Est-ce que tu serais pas un loupard, toi, là? Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous voyez, c'est ça que je vous reproche, aux uns et aux autres. Vous parlez, par affirmation, vous avez employé ce mot péremptoire. C'est vous qui êtes péremptoire. Parce que vous parlez du couvre-feu à 21h. Mais enfin, excusez-moi, monsieur Verdez, mais très sérieusement, des gens nous regardent. Le minimum qu'on leur doive, c'est un minimum de vérité. Vous nous dites que le couvre-feu à 21h, ceci ou cela, mais donnez-moi des éléments. Sinon, c'est du dogme et de la religion. Avez-vous des éléments à ce sujet? L'épidémiologie, monsieur Verdez... Je dis qu'il n'est pas respecté et que c'est dangereux ce que vous dites d'abolir le couvre-feu. Arrête d'être péremptoire. Le problème de fond est toujours le même. C'est pas du tout ce que ça veut dire.
Donc, Maître, vous estimez que finalement, les mesures et les restrictions ont aggravé la situation sanitaire de la France? Je pense rien, encore une fois. C'est là où vous vous trompez, la différence de vous, c'est que moi, je pense rien. Il a dit, il n'est pas ici pour nous. Je cherche. Non, mais attendez, je cherche. Et quand je cherche, vous avez trouvé quelque chose alors? Ce que je trouve, c'est qu'en fait, nous avons une étude que j'ai déjà publiée ici. Il faudra vraiment que je pense à vous les envoyer avant de venir, quand même. Je veux dire, je l'ai dit à la prod que ce serait bien, effectivement, que vous ayez les études. Je pensais que c'était fait, mais apparemment pas. Sur le fait que. Ça fait 5 ans que tu cherches et que tu trouves rien. Non, il a dit qu'est-ce qu'il a trouvé? Vous voulez bien que je réponde à la question ou vous voulez juste monopoliser la parole? S'il vous plaît, non, parce que je sais pas, on me pose une question, j'essaye de répondre en fait. Vas-y Fabrice, sinon. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça s'appelle l'effet pâte à modeler. Je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit. Quand on restreint les gens continuent de vivre quand même. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fêtes clandestines. Ils font effectivement, ils se réunissent quand même. Et vous n'avez plus aucune mesure de ce qui se passe. Et vous n'avez absolument plus aucun contrôle de ce qui se passe. C'est pour ça que les épidémiologistes, notamment canadiens, dans une grande étude publiée au JAMA, vous disent, entre autres, qu'il valait mieux, il valait mieux avoir des jauges sanitaires et tout réouvrir pour contrôler ce qui s'y passe, plutôt que permettre aux gens d'aller faire les fêtes clandestines. Là où vous faites une erreur, c'est que vous pensez que par l'effet de la volonté, une espèce de puissance créatrice, vous allez pouvoir empêcher les gens de vivre. Mais ça, c'est pas possible. Pas du tout. Dans toutes les dictatures, on a essayé, on n'y est pas arrivé. C'est pas en démocratie qu'on va y arriver. Mais en Australie, par exemple, ils referment tout pour 2 cas. Mais l'Australie, vous comprenez pas que l'Australie, elle est piégée. L'Australie avec le zéro Covid. Qu'est-ce qui va se passer? Le zéro Covid, ça fonctionne avec un pont avec la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et regardez la preuve que l'Australie referme tout pour un cas et que c'est quand même fou. Aujourd'hui, il y a un consensus international pour dire que le confinement n'a aucun intérêt, aucun effet. Même le président de la République l'a reconnu. Effectivement, qu'enfermer les gens à l'intérieur n'avait aucun effet et que c'est au contraire à l'extérieur que la sécurité se trouvait. Et que c'était pas en les enfermant à l'intérieur, puisque par définition, le premier foyer de contamination, c'est le foyer familial. C'est l'intérieur. Pourquoi on n'a pas réouvert les salles de restaurant, mais plutôt les terrasses? Parce qu'on craignait qu'à l'intérieur, les gens ne se contaminent. Et donc, vous voyez bien que enfermer les gens n'a absolument aucun effet productif. Et que je passe mon temps à vous le dire ici. Il y a maintenant 5, 6, 7 études. Mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce que nous sommes dans de l'idéologie. Il est fini le temps de la science. Il est fini le temps de la raison. Il est fini. Moi, je vais vous dire comment ça va se finir. Des gens comme moi qui ont les moyens de le faire vont se tirer de ce pays. C'est comme ça. Mais moi, je peux aller où je veux, madame. Je peux aller aux États-Unis. Je peux aller en Italie. Je peux aller où je veux. Au Texas. En Italie, c'est mieux, Fabrizio. En Italie, il y a un privilège. C'est qu'ils ont des règles, mais personne ne les respecte. Donc, c'est le privilège. C'est pas vrai. J'y ai vécu 6 ans. Moi, j'ai ma famille qui vit à Rome. Je peux vous dire qu'ils arrêtaient les gens. À Rome, pendant le confinement, excusez-moi, mais la police, Rome, la capitale, qui est la police de Rome, je veux dire, n'a pas été capable de fermer les restaurants ouverts parce qu'il y en avait trop. J'ai un cabinet à Rome, j'y exerce. C'est qui c'est lui? C'est Maître Dividio. Il a 2 cabinets, 3 pizzerias. Pardon? Moi j'ai l'impression. Tu connais la Dividio? Tu mettras une Dividio, c'est une casonne avec des merguez. Merci. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de tout faire pour que les gens sombrent dans la dépression. En fait, ça fait quelques jours qu'on commence à peu près à kiffer. Et là, on n'est même pas fini d'être déconfinés, qu'on nous parle déjà de restrictions, de faire attention, de reconfinement. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça fait des mois qu'on nous dit que cet été, le Covid, ce sera fini. Là, l'été, c'est demain. C'est pas du tout fini. Il y a encore des masques, il y a encore des couvre-feux. Et je pense que s'il y a un 4e confinement, les gens vont péter un câble. Prisca, on en est où là? Donne-nous des bonnes nouvelles. Je sais que tu as ramené ton petit cahier. Non, mais voilà. Non, mais très clairement, on n'a pas reparlé de confinement là. C'est effectivement Maître Dividio qui en parle, mais non. On est en train de dérouler le calendrier de. Normal. Voilà, de desserrement des restrictions. On a commencé le 19 mai, le 9 juin ça continue et le 31 et le 30 juin ça continue. Donc je vois pas pourquoi là si tout se passe bien, pourquoi on nous dit alors faites attention, ça envoie quand même un signal de c'est chaud. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est attention effectivement, et s'il n'y a rien de mal à dire attention, c'est naturel, mais en réalisant que ce n'est pas non plus aussi catastrophique que ce que ça a pu être l'année dernière. Donc c'est juste continuer à être vigilant pour qu'on continue à dérouler le calendrier. On est mieux que l'année dernière, la Prisca? Bien sûr, on est à moins de 3000 personnes en réanimation, on a 2600 personnes en réanimation. Combien l'année dernière? 16 000. Non mais fin d'année dernière, on était à beaucoup plus, on était à 7 000, à 5 000. À 5 000? À 5 000 en juin? Non, en novembre. Quand non, mais vous comparez juin à novembre, enfin. Non, mais attendez, c'est comme si je comparais. Attendez, excusez-moi. Non, mais excusez-moi, madame, mais là, je veux dire, c'est une supercherie intellectuelle que vous faites là. Mais non, mais c'est vous. Non, mais alors, comparez juin à novembre, comparez à juin l'année dernière. Laissez-moi parler. En juin l'année dernière, on sortait d'un vrai confinement pour le coup. Et alors? Donc on ne peut pas comparer des choses qui n'ont rien à voir. Ça s'appuie sur quoi ce que vous dites?
excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait imaginer juste 15 secondes dans ce pays, dans cette émission, de faire autre chose que de palabre? Est-ce que vous pourriez fonder vos données? Est-ce que vous pourriez m'expliquer sur quoi vous fondez vos données? Donc vous me dites que le confinement a eu une efficacité telle que l'année dernière, donc l'année dernière c'était grâce au confinement, cette année c'est grâce à la vaccination. Mais enfin madame, je vous laisse parler, on a un temps limité, essayez d'aller droit au but. Expliquez-moi, vous comparez juin à novembre, déjà c'est un problème. Donc l'année dernière, quels sont les chiffres cette année par rapport à l'année dernière? Beaucoup moins de cas l'année dernière, 300 nouveaux cas le 1er juin, je viens de regarder, 1200 nouveaux cas aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas de vaccin l'année dernière. Je vous parle de situations qui sont comparables. Mais c'est pas ce dont parle madame. Alors Delphine Vespizer, pour vous est-ce que le confinement est réussi? Oui, parce que de toute façon, c'était inévitable qu'on ouvre au bout d'un moment. Et je trouve que d'ouvrir comme ça, c'est bien. Le fait de garder les masques à l'extérieur, même si on ne se contamine pas à l'extérieur, c'est bien. Le fait de faire 21h, c'est bien. 21h. C'est 21h le couvre-feu. C'est bien, 21h. Voilà, parce que je pense qu'on ne se contamine pas plus ou moins de 19 à 21h ou de 21h à minuit. Mais je pense que c'est des signaux qui font que les gens, au moins psychologiquement... Pardon, des signaux. Signal, c'est le dentifrice. C'est ça. Et au moins, c'est des signaux, en fait, c'est psychologique, c'est pour que les gens ne lâchent pas trop la pression. Donc, même si c'est encombrant, ce masque, que l'on garde les masques, que l'on puisse aller au restaurant. Et moi, les 2 restos que j'ai eu le temps de faire, et bien, quand j'ai voulu commander à 9h, réserver à 9h, la dame m'a dit venez à 19h30 parce qu'à 21h, on ferme. Donc, si les restaurateurs jouent le jeu... C'est un peu dans raconter. Elle a raison. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est Delphine. Non, les restaurateurs jouent le jeu, c'est très bien. Ce que dit madame est très intéressant pour le coup. Excusez-moi, mais c'est très intéressant ce que vous dites. On est souvent d'accord. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est exactement, vous venez de démontrer avec puissance ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous êtes dans la religion. Ah ouais. Amen. En fait, j'ai quelque chose à dire à ce que vous dites. Il est énorme. Non, mais lui, il est énorme. J'ai dans la religion. Amen. Abbé Divisio. Ah oui, on n'est pas du tout d'accord. Sylvie Boulet. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir que caresser personne. Caresser qui se voulait. Vous demandez comme un service caresser personne. L'espoir que le 9 juin, eh bien, on annonce la fin du couvre-feu. C'est la porte-parole. Non, alors là, je vais être oui, mais comme les chiffres sont bons, apparemment, Macron étudierait le truc ou je sais pas qui. Non, mais après, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, mais pour l'instant, ah non, on n'est pas à l'abri, non. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire, c'est assez désagréable parce que en réalité, on a tous aussi envie d'être contents. On sort d'une année compliquée. Vous rigolez ou quoi, être content? Mais content de quoi? Non, mais content de quoi? Mais vous me laissez pas parler. Non, mais vous me laissez parler juste, par exemple. De quoi? Juste, écoutez, juste pour voir comment ça peut être intéressant de débattre et d'échanger. Content de quoi? Vous ne pouvez pas me dire de quoi vous êtes contente? J'essaye. Elle va finir, vous allez savoir de quoi elle est contente. On sort d'une année extrêmement compliquée. Oui, ça a été très compliqué. On est en train de sortir, on est en train de réouvrir. Il faut le faire de façon progressive et de façon extrêmement vigilante pour ne pas justement avoir une 4e vague. Et de quoi il faut être content? Mais arrêtez qu'on est en train. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. De quoi il faut être content? On est en train de s'en sortir et qu'on est en train de réouvrir. Il faut être content du fait qu'on est en train de sortir. Ah oui. Attendez, il y a d'autres pays, vous le citiez vous-même, qui sont en train de reconfiner. En fait, c'est un peu l'histoire du mec qui s'est fait arrêter par erreur, qui est foutu en prison. Vous savez très bien que la situation sanitaire. Parce qu'on le fait sortir, quoi. Écoutez, vous savez très bien que la situation sanitaire a été extrêmement compliquée. C'est bien comme raisonnement. Je crois que vous oubliez quelque chose. Non, vous oubliez quelque chose. Vous oubliez quelque chose. C'est dommage, mais vous oubliez quelque chose. C'est que la situation sanitaire a été extrêmement compliquée. Vous voulez peut-être pas parler des malades, peut-être pas des décès, mais pensez aussi aux soignants qui souffrent depuis un an, qui n'arrêtent pas de travailler, qui continuent encore aujourd'hui à travailler. Et d'autant plus, je finis pour une fois. Je vais finir pour une fois. Je vais finir pour une fois. Et qui continuent aussi à se mobiliser sur les campagnes de vaccination. Donc je pense juste pour ça, il faudrait un tout petit peu de respect et d'humilité. Les soignants, c'est ceux à qui vous avez distribué des masques FFP2 quand il y en avait, que vous avez rappelés parce qu'ils sont contaminés. Premier élément. Donc vous mettez en danger les soignants et c'est à moi que vous donnez des leçons. Les soignants, c'est moi qui les ai défendus pour avoir les masques que vous leur avez refusés. Alors, vous êtes bien aimable, mais le premier procès qui a été fait dans cette crise, c'est moi qui l'ai fait, parce que vous ne vouliez pas donner de masque de protection aux soignants. Alors venez pas avec moi aujourd'hui sur ce plateau me parler des soignants que vous avez méprisés durant un an, que vous avez piétinés durant un an, que vous avez... Excusez-moi, je termine à mon tour. Que vous avez allègrement contaminés parce que vous les avez envoyés à la guerre, paraît-il, sans masque, sans protection. Que pendant que les ministres se faisaient tester, les soignants n'y avaient pas accès. Pendant que les députés avaient des masques, les soignants n'y avaient pas accès. Alors de grâce, n'essayez pas avec moi de jouer ce jeu-là, ça risquerait de m'énerver et vous n'avez aucune envie que je m'énerve. Deuxième point, effectivement. Non, vous avez aucune envie que je m'énerve. Premier point. Deuxième point, je termine sur ce point. Les malades, madame. Les malades, c'est ceux qui ne peuvent pas trouver de lit de réanimation que vous avez fermé, que vos prédécesseurs ont fermé. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes devenus un état du tiers-monde par votre faute. Alors venez pas aujourd'hui mettre sur mon dos
vos incapacités. Ne venez pas mettre sur mon dos, ne venez pas jouer le pathos. Non, vous avez déjà... Non. Quand vous venez me dire, effectivement, si vous ne voulez pas penser aux malades avec vos airs littéraires, excusez-moi madame, mais les malades, j'y pense peut-être plus que vous. Et ce que vous faites aujourd'hui, en l'occurrence, les soignants et les malades, j'y pense. Les soignants, vous n'y avez jamais pensé. Et les malades, il fallait y penser au moment où vous avez fermé les lits de réanimation. Vous avez fermé des lits de réanimation entre mars et aujourd'hui. Vous avez ouvert des lits de réanimation éphémères à la Salpêtrière dans le réfectoire pour ne pas ouvrir des lits de réanimation permanents. Fabrice, reprends un peu ton souffle. Non, mais je veux dire, bon, arrêtez de vous foutre de moi quand même. Mais arrêtez de vous foutre du pays. Vous n'arrivez pas. En fait, vous n'arrivez juste pas à écouter. Non, j'écoute très bien, madame. C'est vous qui comprenez absolument rien. C'est ça le problème. Oh là, Fabrice. Non, mais excusez-moi. C'est pas toi, ça. Arrête, Fabricio. Non. À un moment donné, on arrête. Le principe, on essaie de débattre avec vous. On va pas rentrer dans le pathos et on va pas venir effectivement faire un cas nominal ici. Quand on me dit que je ne pense pas aux malades, à chaque fois on me sort le même argument. Qui t'a dit ça? Quand on n'a pas d'argument à faire valoir sur le plan objectif, qu'est-ce qu'on fait? On rentre effectivement dans le pathos qui est le signe de la déshérence sur le plan intellectuel. C'est ça que ça veut dire. Mais quel pays a réussi en réanimation? Est-ce qu'en Italie c'était mieux? Est-ce qu'en Allemagne c'était mieux? Si vous m'expliquez que l'Union européenne a fait n'importe quoi, vous avez raison. Alors quel pays, madame? L'Allemagne n'a pas si mal réussi que ça, puisque je vous rappelle que l'Allemagne effectivement a 2,5 fois plus de lits de réanimation que nous, un peu moins, et que l'Allemagne était en train de s'engager dans un plan d'envergure de fermeture de lits de réanimation. Beaucoup plus longtemps que nous. Les écoles étaient fermées. Pardon? Les écoles étaient fermées. Ils ont confiné de manière beaucoup plus. Non, mais les écoles, madame, ça n'a aucun incident, la fermeture des écoles. Ah bah bon, ça n'a aucun incident. Mais enfin, je veux dire, le problème est là quand c'est de la religion. Vous avez une énorme étude italienne, vous la voulez, je l'ai. Tenez, je vous ai fait un cadeau. Je ne sais pas si je l'ai là pour le coup, vous voyez. Je vais la trouver. Je vais si je l'ai là. Attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce que c'est, ça? Que signifie cette mascarade? Non. Attendez, ça, c'est intéressant. Non, je vais vous dire ce que c'est. Non, attendez. Merci de l'avoir dit. Vous savez ce que c'est, ça? J'ai bien fait de le prendre. Qu'est-ce que c'est, ça? L'étude italienne, tu l'as pas, l'étude italienne. C'est quoi ça? Mais excusez-moi, je vais vous montrer. C'est quoi ça? Ça, c'est une partie d'un recours que mes collaborateurs sont en train de faire contre l'autorisation de mise sur le marché des médicaments des vaccins pour les enfants. Ah d'accord. Devant la Cour de justice de l'Union européenne. Les vaccins pour les enfants. Non mais je suis pas contre. Moi je suis contre rien du tout. Contre tous les vaccins. On n'est pas en train de voter pour ou contre. C'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est que vous avez des vaccins pour les enfants qui sont avec des effets secondaires absolument épouvantables et qu'il faut bien que quelqu'un s'en mêle de cette histoire pendant qu'on nous ment. Je peux voir l'étude italienne. L'étude italienne, bien sûr qu'elle est là. Regardez, je la donne. Non, je vais la prendre moi. Prenez-la, il n'y a aucune difficulté. Voyez. Quels effets secondaires mettre pour les enfants? J'ai l'étude italienne, non? Quels effets secondaires pour les enfants? Quels effets secondaires, s'il vous plaît? Notamment les myocardites infectieuses, par exemple. Vous avez vu qu'Israël aujourd'hui est dans la merde noire parce qu'effectivement ils ont vacciné les enfants. Pardon? Elles ont toutes été soignées. Ils ont vacciné les enfants. Elles ont toutes été soignées, ça que vous avez dit? Oui, les 254 ont été soignées. Et alors? Donc, effectivement, il y a des effets secondaires de myocardite, mais qui sont soignés. Donc ils sont soignés. Alors, donc, un enfant... C'est mieux qu'ils ne les aient pas. Attendez, c'est intéressant votre raisonnement. Les effets secondaires, non, mais votre raisonnement est intéressant. Je vais donc soumettre des enfants à des effets secondaires. Donc, vous acceptez l'idée de soumettre vos enfants à des effets secondaires pour une vaccination qui ne les concerne pas et qui ne protège pas de la transmission. Ok, chacun a sa conception d'autorité parentale. J'ai l'étude italienne là. On va tout savoir. Je vais l'étudier ce soir, je reviendrai demain avec les conclusions. Vous devriez offrir à madame. Eh ben, je profite d'offrir quelque chose à Prisca. Comme ça, elle aura quelque chose. Prisca. Oh, mais ça, c'est franchement. C'est important d'apprendre que la fermeture des écoles sert à rien. Ça vous éviterait de refaire la même erreur la prochaine fois. Pourquoi ils ont fait ça en Allemagne? Prisca, c'est pour vous. Mais parce que personne ne lit rien. Je veux dire, c'est clair, personne ne lit rien. Mais parce que vous êtes dans du dogme. Martin Kriegel a dit ça. Vous m'expliquez pour la vaccination des enfants, mais vous savez que Martin Kurdov, qui est le spécialiste mondial de la vaccination, vous a dit qu'il ne faut pas vacciner les enfants. C'est qui Martin Kurdov? Martin Kurdov. Vous a dit effectivement qu'il ne faut pas. Vous devriez aller faire un tour sur... Non, mais je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, on ne recommande pas de vacciner les enfants et ils sont en train de regarder en Israël entre 12 et 16 ans. C'est blague à part, vous devriez quand même aller faire un tour sur ma chaîne si vous voulez de la vraie info. Je suis invité la semaine prochaine. Vraiment, vous verrez que c'est pas mon avis qui compte, on interroge les personnalités que les médias n'interrogent pas. Je fais 2 interviews par an, sur la tienne. Oui, je sais bien. Donc je te le dis, donc tu redescends de 5 étages. Oui, Delphine. Mais ce qui est vrai, Monsieur Divisieux, c'est que nous, on croit et on pense et on répète. Faut arrêter de croire, moi je suis pas là pour croire. On écoute et ce qu'on entend. Je suis pas dans des dogmes. Et vous analysez, et c'est vrai, et je pense qu'il faudrait donner vraiment plus de crédit à votre parole, parce qu'à chaque fois, en rétro-pédalant, on se rend toujours compte que vous aviez assez juste. Jalabert qui a dit ça. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai, on est dans un truc incroyable, en fait. Et aujourd'hui, tout le monde donne son avis, alors que... Monsieur vient avec des piles comme ça, avec des chiffres. Mais juste il analyse. d'accord entre eux. Est-ce qu'il dit des conneries?
Non, mais vous dites pas que des conneries, mais vous refusez le débat et vous refusez d'avoir de la nuance dans vos propos. Et c'est ça que je dis simplement. Je vais regarder ce qu'en pense. Et je dis simplement, écoutez, voilà, regardez, la preuve. Voilà. Et tu as vraiment réussi, oui, 45%, non 55%. Ouais. C'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est plus figue. Voilà. Oui. Mais parce que en plus, comme pour le coup, on va être d'accord. C'est pas fini, le calendrier est encore en train de se déployer et qu'on arrive jusqu'au 30 juin. Donc je pense qu'il faut avoir de la nuance et de l'humilité. Le 30 juin, très sur bien. les réseaux sociaux, parce que je ne serai pas sur le plateau, bien entendu, et je serai tranquillement en train de faire de l'équitation avec mon bel éphèbe.